Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recettes miracles, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Dans l'épisode précédent, on a vu ce que c'était la charge mentale, de quoi on parle vraiment quand on parle de charge mentale. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'aller le retrouver. Le lien est dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va aller un peu plus loin, comme je vous l'avais annoncé, parce que définir la charge mentale, c'est bien. Mais si ça ne sert qu'à alimenter des disputes et des râleries dans le couple, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, l'épisode va être un petit peu plus long peut-être que d'habitude parce que c'est un thème qui mérite vraiment d'être décortiqué. Et plutôt que de survoler, je préfère le temps de vous donner des pistes concrètes ou en tout cas des points de vue un peu plus concrets. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode ? On va regarder comment est-ce qu'on peut passer du constat, la charge est mal répartie, à l'action, comment on fait pour mieux la répartir, comment on peut discuter de la charge mentale sans tomber dans un dialogue de sourds, quels sont les pièges de communication à éviter, et il y en a plein, donc j'en ai cité quelques-uns, mais il y en aura peut-être d'autres, et surtout, comment on peut se positionner en adulte dans son couple. Et c'est bien sur la communication que les choses se corsent. Très souvent, on est dans une espèce de dialogue de sourds, où l'un, ou plutôt l'une, se plaint et l'autre se défend. Ah mais oui, mais moi aussi j'ai de la charge, mais non mais c'est toi qui en fais trop, tu n'as qu'à lâcher prise et en faire moins. Ou alors on va essayer de rentrer dans des calculs d'apothicaire pour savoir qui en fait plus que l'autre. Donc là on se croirait dans une bagarre de fratrie avec des gosses qui comptent les pâtes qu'on a mis dans l'assiette de leur frère ou de leur sœur pour savoir qui en a eu plus que l'autre. Bon. Juste avant que j'avance plus loin, parenthèse rapide, mais pas inutile, je vais certainement genrer mon épisode selon la réalité statistique dans les couples hétérosexuels. Donc plutôt au féminin pour la personne qui se plaint de la charge mentale et qui semble en avoir le plus, et plutôt au masculin pour le partenaire. Évidemment, les problèmes dont je parle, ils peuvent être inversés selon les sujets, selon les domaines, selon les personnalités, selon votre contexte de vie. Et vous aurez aussi besoin de transposer si vous êtes en couple homosexuel ou lesbien. Donc voilà, je vous prie de m'en excuser par avance si vous êtes concerné, mais ça sera plus simple pour moi si je fais ça. Alors on revient à notre sujet de la charge mentale et de comment on va parler de la charge mentale. Alors d'abord, moi personnellement, même si je suis féministe, je n'en ai absolument rien à fiche de qui fait quoi chez vous, ni même dans le cadre de mon travail, en tout cas, de m'assurer que la répartition soit égale. Mon travail, il consiste à m'assurer que chacun se comporte en adulte face aux choix à faire dans le couple. Ça, c'est mon travail de thérapeute de couple. Si la répartition qui convient aux deux, c'est d'avoir un chef et un exécutant dans certains domaines, ça ne me pose aucun problème. À condition que les deux soient OK avec cette répartition et avec leur rôle, et surtout qu'elle puisse, cette répartition, être rediscutée si elle se met à ne plus convenir à l'un ou à l'autre. Une répartition inégale, ça peut parfaitement fonctionner dans ce cadre-là. Alors, c'est surtout que ça peut fonctionner si les rôles sont bien clairs et que personne n'a envie de changer de rôle. Et parfois, justement, pour clarifier dans la discussion, savoir qui est plutôt responsable, qui l'est moins, et parce qu'il peut y avoir parfois embrouille sur
Il y en a un qui est plutôt chef, enfin plutôt une qui est plutôt chef, responsable, et qui s'attendrait à ce que l'autre soit responsable au même niveau, mais l'autre se considère comme un exécutant, ou bien l'autre qui souffre du fait d'être considéré comme un exécutant, mais qui ne sait pas comment l'aborder. Et donc il y a un outil que j'utilise, qui est un outil de management, en réalité à la base, un outil qui s'appelle le poker de la délégation. Je l'ai découvert dans un livre qui s'appelle Management 3.0 de Jürgen Appelo, et je l'utilise souvent avec des collègues de chez Nicomac avec qui on fait du coaching d'équipe, des séminaires d'entreprise, des choses comme ça. Et donc, c'est un outil qui permet de visualiser différents niveaux de délégation ou de partage des responsabilités, là, dans le cas de la charge mentale, du plus léger. Donc, le niveau le plus léger, tout simplement, l'un ou l'une décide ce qu'on fait, comment on le fait, et l'autre est soit un simple exécutant, on lui dit tu fais comme ci, tu fais comme ça, et il n'a pas son mot à dire, soit il n'intervient pas du tout, il est complètement en dehors du sujet. Et le niveau le plus fort de partage de responsabilité, ben là, les décisions peuvent être prises et ou exécutées par l'un ou par l'autre, indifféremment. Il n'y a pas de délégation à proprement parler. Et entre les deux, il existe plusieurs niveaux possibles, 7 là pour le coup, mais je vous mets en lien le fichier du poker de la délégation, vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, et ça peut vous servir de base pour des discussions, en disant bah moi je suis là, enfin j'ai l'impression d'être là et je voudrais que tu sois là, et toi tu te vois où, et ça se fait sujet par sujet. C'est pas forcément sur tous les sujets, il y a des sujets qu'on peut avoir envie de garder ou que l'autre n'a pas envie de prendre, j'y reviendrai après sur ça, mais ça permet d'un peu mieux redéfinir les rôles de chacun. On va avoir besoin de discuter, évidemment, chaque fois qu'il y a un désaccord ou qu'on veut changer l'équilibre ou la répartition. Donc ça, c'est pour la base, clarifier les rôles, accepter aussi qu'il n'y a pas forcément une seule bonne répartition. Celle qui est bonne, c'est celle qui vous convient, qui est satisfaisante pour les deux, et poser un cadre pour pouvoir en discuter. Mais donc là, on va s'attaquer maintenant à ce qui fait le plus de dégâts dans les discussions du couple en général et sur la charge mentale en particulier, les dialogues de sourds et les façons de communiquer qui vont saboter complètement les efforts pour répartir cette charge mentale. Et vous allez voir qu'on tombe toutes et tous dedans, et souvent sans s'en rendre compte. Alors déjà, par pitié, arrêtez d'essayer de résoudre vos problèmes à 2h du matin quand vous n'arrivez pas à dormir parce que ça vous trotte dans la tête depuis des heures. Je ne sais pas pourquoi tant de couples font ça, mais est-ce que vraiment vous avez déjà réussi à sortir quelque chose de constructif d'une discussion de 4 heures qui démarre après minuit et durant laquelle personne n'a les yeux en face des trous ? Je reçois un nombre incalculable de couples qui me racontent faire ça, avoir ce type de discussion. Ils en parlent, ils me disent « Ah oui, on en parle beaucoup, on en parle pendant des heures. » Et moi, je leur demande « Mais du coup, ces discussions, ça vous permet de trouver des solutions constructives et durables ?» Et 99 fois sur 100, les discussions nocturnes ne servent à rien. Donc, j'en conclus que ce n'est pas vraiment une méthode qui marche. Alors, pour que ça marche, déjà, essayez de le faire quand vous êtes reposé et pas fatigué, alors que cela ne soit pas une excuse pour certains pour fuir la discussion, parce que ça, c'est l'autre problème. Et du coup, la partenaire qui veut absolument aborder le sujet, ou le partenaire selon les sujets, se trouve coincé à essayer d'attraper l'autre après minuit, parce que c'est un moment où il ne peut pas s'échapper. Bon. Alors, quand on se lance dans une discussion de couple et qu'on a envie que ça fonctionne, le premier pas, c'est d'apprendre à écouter les reproches jusqu'au bout et d'arrêter de se défendre. Dans le cas de la charge mentale, vous aurez compris, ici je parle plutôt à ces messieurs. Quand on n'écoute pas les reproches jusqu'au bout et qu'on commence à se défendre, déjà souvent on le fait trop tôt, on provoque en réalité de la frustration chez l'autre. Et on provoque aussi le sentiment qu'on n'en a juste rien à faire de son point de vue, qu'on essaye juste de le ou de la faire taire, on lui envoie le message implicite « tu ne sais pas ce que tu dis, tu te trompes sur la réalité des choses, tu n'as aucune raison de te sentir frustré », messages qui ne sont pas du tout constructifs et qui ont
à peu près immanquablement pour effet de rendre cette personne, votre compagne donc, encore plus réactive et sensible à vos, je mets entre guillemets parce que ça n'en est pas forcément, mais à ce qu'elle considère être vos manquements. Justement à cause de la frustration que vous avez vous-même créée en vous défendant trop tôt. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, si je commence à dire, bah oui, t'as raison, je vais avoir droit à une avalanche de reproches, ça va durer des heures, il va falloir que je fasse 10 millions de trucs, la vie va être horrible si je fais ça, donc je ne le fais pas. Alors oui, c'est un risque à prendre. Mais je vous invite à faire attention à 2 points. Le premier, c'est qu'il y a une différence énorme entre parler, y compris pour faire des reproches, à quelqu'un qui se tait parce qu'il n'a pas envie d'entendre, et là on a juste envie d'en rajouter pour qu'à un moment donné, ils se disent « mais oui, bon sang, oh là là, elle a raison », et parler à quelqu'un qui se tait parce qu'il écoute vraiment et qui prend en compte les demandes. Quand vous êtes dans le deuxième cas, vous écoutez réellement, attentivement et vous montrez à l'autre que, en effet, vous prenez en considération ses récriminations. Si vraiment votre partenaire continue de vous faire des reproches pendant des heures, c'est probablement qu'il ou elle abuse vraiment et là, il y a d'autres décisions à prendre, mais j'y reviens un petit peu plus loin dans cet épisode. Si ça n'est pas le cas, que votre partenaire n'abuse pas et qu'il y a quand même des reproches qui durent très longtemps et qui sont très nombreux, peut-être que c'est en fait réellement parce qu'il y a de la frustration de son côté et que vous n'en faites pas assez et que ces reproches sont mérités et que donc ça vaut le coup que vous en teniez compte. Dans tous les cas, je le disais en introduction, ça mérite de se positionner clairement en adulte face à ce qui est exprimé. Ça vous apportera beaucoup plus de clarté et de sérénité dans votre couple de faire ça que d'avoir des espèces de stratégies pour dévier la frustration, ne pas recevoir de reproches, etc. Alors, qu'est-ce que j'entends par se positionner en adulte dans les situations que j'ai décrites là ? Commencez, premièrement, par écouter attentivement les reproches et les demandes de votre partenaire sans vous défendre, sans expliquer pourquoi ces reproches sont en réalité totalement injustes et injustifiés. Écoutez en vous demandant en quoi ces reproches sont au moins en partie justifiés. Prenez le temps, et annoncez-le avant que vous allez prendre le temps, de réfléchir et de vous positionner clairement. Qu'est-ce que vous acceptez réellement de changer, de prendre en charge et qu'est-ce que vous ne prendrez pas en charge? Pas par vengeance ou pour montrer que quand même vous avez le contrôle et que vous ne vous laissez pas faire, mais parce que réellement, vous ne voulez pas le faire. C'est ça, se positionner en adulte. Si l'objectif tient à cœur, celui pour lequel vous dites non, ça je ne le ferai pas, ne compte pas sur moi, je comprends que tu sois frustré, déçu, mais ça vraiment, ça sera non. Si cet objectif, là je vous renvoie au premier épisode de la charge mentale, tient à cœur à votre compagne, il y aura sans doute une discussion autour de l'objectif. Mais là aussi, j'y reviendrai un petit peu plus loin dans la suite de cet épisode. J'insiste, rien n'est pire pour augmenter la frustration et l'envie de faire des reproches que quelqu'un qui dit « oui, je vais le faire », mais qui finalement ne le fait pas ou ne fait qu'à moitié. On finit par croire que le gars, il fait exprès de mal faire pour qu'on lui dise « laisse tomber, je vais le faire ». Les ados font ça parfois, mais ça n'est pas un comportement d'adulte. J'insiste, si, je le vois parfois dans les couples, votre stratégie, plus ou moins consciente, consiste à bâcler le travail pour avoir la paix, je vous assure que c'est un très mauvais calcul sur le long terme pour votre relation. Peut-être que vous aurez la paix et que votre compagne va lâcher l'affaire. Mais le jour où elle va vous annoncer une rupture, vous allez vous dire « Ah, je comprends pas, tout allait bien entre nous, il n'y avait pas de problème. » Et je vous garantis que c'est extrêmement fréquent pour accompagner pas mal d'hommes sur qui la rupture tombe sans qu'ils en aient été conscients. Donc en résumé, mieux vaut dire clairement que vous ne ferez pas certaines choses, mais
de faire bien, voire même très bien, celle que vous acceptez de prendre en charge. Alors là encore, je vois souvent des hommes craindre que leur femme devienne un peu tyrannique, s'ils donnent le petit doigt, elle prend le bras, et ils freinent à fond sur leur engagement sur toutes les tâches relatives à la charge mentale pour cette raison. Mais en réalité, il y a un test très simple pour savoir si votre compagne est tyrannique ou si, encore une fois, elle insiste parce que vous n'acceptez pas ses demandes et ses reproches. Quand elle vous demande un truc, faites-le à fond, mais vraiment à fond, comme il faut, comme si vous en étiez pleinement responsable. C'est un exemple que je donne souvent avec le burn-out, mais c'est vrai pour d'autres sujets. Si elle vous demande de vous occuper des enfants, emmenez-les à la bibliothèque, faites-les manger des brocolis quand elle vous demande de vous occuper d'eux. Si quand vous revenez, elle trouve encore que vous avez mal fait cuire les brocolis, que l'activité à la bibliothèque c'était quand même pas top et qu'il faut peut-être trouver mieux, bon, ce sera une information à prendre pour décider de l'avenir de votre couple. Je vous redonne rendez-vous un petit peu plus loin dans l'épisode pour parler de ça. Mais dans l'immense majorité des cas, votre partenaire va plutôt vous dire « Écoute, t'es pas obligé de t'embêter autant, le matin tu peux rester à la maison, ou alors, allez donc au McDo, ça ira plus vite. » Et alors seulement, vous pourrez savoir si sa chiantitude, pardon de l'expression, est due à sa personnalité et qu'elle ne changera jamais, ou si elle est une réaction à votre façon de faire les choses, à votre façon de refuser de faire les choses. Donc ça, c'est le côté est-ce que ma femme ne va pas devenir trop pénible ? Maintenant, on va passer à l'autre côté de la relation de couple, quand on est la compagne qui fait les reproches, qui demande à l'autre de se mobiliser, de se motiver. Ça peut être utile de vérifier qu'on n'a pas une communication paradoxale qui démotive l'autre. Qu'est-ce que j'entends par là ? On peut avoir, parfois sans s'en rendre compte de manière tout à fait involontaire, une communication où on ne fait remarquer que ce qui est insuffisant est mal fait. Même si on remercie pour ce qui est fait, mais qu'on ajoute un petit « Ah oui, mais en fait, t'aurais quand même pu faire ça mieux, ça mieux, ça mieux », ça finit par décourager tout type d'effort. J'en ai parlé déjà dans d'autres épisodes, notamment celui sur les ados. La personne en face, votre partenaire, va se dire « Si je fais pas d'effort, je me fais enguirlander », logique et légitime. Si je fais des efforts, je me fais à peine moins enguirlander, est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire des efforts ? Alors oui, je sais, moi aussi, ce constat brise mon petit cœur de féministe, pardon de le dire comme ça. Je trouve ça extrêmement frustrant de devoir, entre guillemets, féliciter son partenaire pour des trucs finalement qui seraient normaux et que souvent on fait soi-même tous les jours sans que personne ne dise « Ouah, c'est génial, c'est vachement bien » et tout. Mais c'est hélas humain et parfois dans les couples, on est obligé de choisir entre obtenir un résultat concret dans son couple, dans son quotidien et rétablir la justice. Je suis désolée de ce constat, mais c'est quand même le cas. Alors après, c'est aussi une manière de rétablir la justice que d'obtenir des résultats concrets dans son couple. Bref. Alors, c'est d'autant plus démotivant, cette communication qui est un peu dans le tout ou rien, c'est-à-dire soit c'est parfait, soit c'est pas bien. Cette communication, elle est d'autant plus démotivante que la personne qu'on veut mettre au boulot, elle est un peu débutante. Dans l'épisode précédent, j'avais fait cette métaphore entre le pro et l'amateur. Évidemment qu'un pro, une experte, a tellement d'automatisme que démarrer une tâche ne lui demande plus d'effort. Ça se fait tout seul, ou très peu. Ça, c'est quand même une charge cognitive, etc. Mais il y a un certain nombre de choses qui se font tout seul. On n'est pas en train de se dire où sont les produits de nettoyage, comment je dois faire déjà, où est-ce que je dois cliquer pour l'inscription au centre de loisirs. Souvent, ça se fait un peu tout seul. Et le débutant, l'amateur, dans mes métaphores sportives, lui, il doit faire plus d'efforts cognitifs, d'organisation. La tâche lui paraît plus lourde et plus chiante, et c'est logique. Et donc, ça veut dire que ça vaut le coup de prêter attention à ça et de tenir compte de ça et de ne pas sous-estimer l'effort que ça demande à une personne débutante.
Donc ça, c'est parce que ça, c'est un vrai problème. Souvent, les femmes comparent en se basant sur leur niveau de connaissance, de compétence dans tout ce qui concerne la charge mentale familiale et en imaginant que l'autre est au même niveau. Alors, ça suppose évidemment que l'amateur a accepté de devenir pro et qu'il est prêt à s'engager dans les heures d'entraînement pour arriver à un niveau professionnel. Donc ça mérite de reconnaître les efforts, mais ça mérite aussi d'accepter que sans doute ça va prendre du temps et qu'au début ça ne va pas être bien fait et que c'est normal et qu'on peut prévoir peut-être des moments justement pour en parler si l'amateur accepte de recevoir quelques conseils. Parfois certains amateurs veulent faire tout seul et là c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué, ou pas d'ailleurs, mais si on veut préciser les objectifs, si on tient aux objectifs, parfois, ça peut être frustrant pour le pro, la pro, mais ça vaut le coup de laisser un peu l'amateur faire. Et là, j'arrive justement à la deuxième façon de communiquer de façon paradoxale, c'est ce que j'appelle le piège de la râlerie. Ça consiste à compenser ce que l'autre ne fait pas, mais tout en râlant. Je m'explique. Vous demandez à l'autre de changer, de faire quelque chose, de prendre en charge, mais s'il ne le prend pas en charge ou s'il ne prend pas en charge correctement, vous allez à la fin, in fine, faire à sa place ou faire au moins en partie à sa place, tout en râlant. Alors, je rappelle que quand vous faites à sa place, que ce soit un adulte ou un ado, vous empêchez cette personne de vivre jusqu'au bout les conséquences de son choix de ne pas faire ou de mal faire. Et donc, vous l'empêchez d'apprendre, de prendre ses responsabilités, de se rendre compte de ce qui se passe et de ses manquements, et vous entretenez son confort. Donc là, allez voir mes épisodes sur les ados, je parle exactement de ça. Et comme c'est évidemment frustrant d'avoir demandé, d'avoir quelqu'un qui a commencé, qui a fait à moitié, puis qui a laissé tomber, qui n'est pas allé jusqu'au bout, on râle. En se disant, c'est toujours moi qui fais tout dans cette maison, gna 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 gna. Gros problème. Même si elles sont parfaitement compréhensibles, vos râleries ont tendance à vous discréditer. Bon, de toute façon, elles râlent tout le temps, donc c'est comme tout à l'heure, si je fais des efforts, elles râlent, si je fais pas d'efforts, elles râlent, donc pas la peine d'en faire plus. On peut même aller jusqu'à, de toute façon, tu me parles mal, et donc j'écouterai ce que tu as à me demander quand tu me parleras mieux, et vous êtes encore moins écouté quand vous êtes dans la personne qui râle. Alors oui, ça aussi, c'est hyper injuste. S'il y a des hommes qui m'écoutent, je vous en prie, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. J'en ai parlé dans un de mes épisodes sur la colère. Le fait de discréditer la forme pour ne pas écouter le fond, c'est une technique de domination pour asseoir son pouvoir. Ça ne fait que faire flamber la colère de la personne qui ne se sent pas écoutée et ça aggrave les choses. Donc chacun ses responsabilités dans la communication. Si vous voulez que votre femme arrête de râler, arrêtez de discréditer ce qu'elle dit et écoutez-la. On revient au début de l'épisode. Et si vous êtes celle qui veut se sentir moins écoutée, ça va être important d'apprendre à responsabiliser, donc de ne plus compenser et arrêter de râler. Alors bien sûr, il y a des sujets dont les conséquences retombent sur les enfants et c'est là que c'est souvent extrêmement difficile d'arrêter de compenser. Mais j'aborderai ce sujet tout de suite après sur quelle responsabilité je prends dans mon couple pour aller plus loin là-dessus. Donc je résume aussi. C'est important de se rappeler que si vous êtes la personne qui souffre de la répartition inégale de la charge mentale, vous êtes la personne la plus motivée pour que ça change. C'est vous qui souffrez le plus. Et donc, ça n'est pas étonnant que l'autre freine et même si c'est injuste, évidemment que ça demande à la personne qui souffre le plus de faire des choses pour que ça change. Donc si vous êtes dans cette situation, je vous invite à être attentive à ces deux façons paradoxales de communiquer qui peuvent vous mettre en échec malgré vous et parfois malgré une bonne volonté quand même du partenaire, c'est ça le pire. Donc vraiment rappelez-vous, c'est la personne qui souffre le plus de la situation, qui a le plus à cœur que les choses changent
Et ça vaut le coup, si vous êtes cette personne-là, d'être plus stratégique, d'être plus à droite dans votre communication pour éviter d'aggraver la frustration et de brouiller encore plus la communication. Donc maintenant, vous avez chacun des pistes pour vous positionner concrètement et éviter un certain nombre de paradoxes qui font échouer la communication. Mais il reste une question essentielle que j'ai abordée un peu en filigrane tout au long de cet épisode. Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne change pas ? Quand votre partenaire ne veut toujours pas prendre en charge malgré que vous avez arrêté de compenser, malgré que vous avez arrêté de râler, malgré que vous avez arrêté de faire des reproches, ou quand votre compagne se montre toujours aussi pénible, tyrannique, malgré que vous avez réellement pris un certain nombre de choses en charge et que vous vous êtes positionné. Je n'ai en effet aucun moyen de garantir que les choses vont évoluer dans le sens que vous souhaitez, même si vous communiquez de manière tout à fait bonne et adaptée. Premier cas de figure, qui reste constructif malgré tout, votre conjoint a écouté vos reproches, donc là vous êtes plutôt la compagne qui voudrait partager plus sa charge, votre conjoint a écouté vos reproches, il s'est positionné clairement, mais il a refusé de faire certaines choses en assumant visiblement les conséquences de son choix. Ça va impliquer que vous avez à décider justement quelle position vous adoptez en tenant compte de sa position à lui. Je vous rappelle les 3 niveaux de la charge mentale dont j'avais parlé dans l'épisode précédent, le faire, le organiser et le définir l'objectif. Quand on définit un objectif, c'est un peu comme choisir le genre de logement qu'on veut acheter. Dans l'idéal, évidemment, on voudrait une grande maison familiale, un quartier sympa, un grand jardin, une piscine, une chambre pour tout le monde, un accès indépendant à l'une des chambres parce qu'il va y avoir un jeune adulte et que ça va être chouette d'avoir un accès indépendant. Mais est-ce qu'on a le budget pour le faire ? Et il se peut que si on est 2, on a le budget. Mais si l'autre ne veut pas investir dans cette maison, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que seul on a le budget ? Dans ce cas-là, on peut décider d'investir seul. Et si on n'a pas le budget et qu'on décide d'investir quand même dans cette maison, on risque de s'épuiser à devoir la payer, de devoir renoncer à plein d'autres choses pour pouvoir l'avoir. On va plus partir en vacances, on va peut-être faire moins de sorties, moins de loisirs, etc. Eh bien, en réalité, ou est-ce que, dernier niveau, on accepte de revenir sur son objectif et d'acheter une maison plus petite, peut-être pas dans le même quartier, peut-être pas avec la piscine, etc. La charge mentale familiale, les objectifs familiaux, c'est la même chose. Se fixer un objectif en pensant qu'on est 2 à collaborer, à mettre ses ressources en commun pour l'atteindre, c'est top. Mais si l'autre ne veut pas du tout ou ne veut s'investir que partiellement dans ce projet, eh bien, vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous gardez le même niveau d'exigence, le même niveau de réalisation, ou est-ce que vous renoncez à un certain nombre de choses ? C'est extrêmement frustrant. Je le conçois tout à fait. Mais c'est là que vous avez, vous, à vous positionner devant la réalité de la situation. Qu'est-ce que je fais de cette information ? Je le fais quand même, toute seule, au risque de m'épuiser. Je le fais en développant des ressources externes qui viendront compenser. Je renonce, au moins en partie. Et alors ça, c'est sur un sujet. Et sur le long terme, si les déceptions s'accumulent, se pose inévitablement la question de l'impact que ça a sur votre relation de couple. Ça n'est pas une décision qu'on prend comme ça en instantané, il a dit non sur un sujet, donc ça y est, je m'en vais, mais c'est souvent un effet d'accumulation, et là, ça vaut le coup aussi d'être clair sur l'enjeu à un moment donné quand ça commence à arriver en tête. Donc là, on a vu pour la personne qui avait la charge mentale, et là où l'autre refuse totalement ou en partie de prendre des choses en charge dans la charge familiale. De l'autre côté, vous êtes le partenaire qui s'est positionné clairement, vous avez écouté, vous avez fait à fond quand vous avez accepté de faire,
vous avez assumé que ça pouvait créer de la frustration de dire non sur certaines choses, mais ça n'a rien changé, vous continuez à recevoir des reproches. Ben là aussi se pose la même question, qu'est-ce que je fais de cette information qui est que malgré que je m'investis sur un certain nombre de choses, et ma compagne continue à me faire des reproches? Est-ce que j'essaye d'en faire plus pour voir? Ça peut être un test supplémentaire. Est-ce que je me dis, ça fait partie du fonctionnement de la personnalité de ma partenaire, mais il y a d'autres choses qui me satisfont dans ce couple, et je peux accepter, c'est ok pour moi? Est-ce que vous vous dites, c'est difficile pour moi d'envisager un couple dans ces conditions? La question se pose et on va avoir de la même manière peut-être de la frustration sur certains sujets, de la même manière que la personne qui doit renoncer aux objectifs. En fait, si vous continuez à essayer de changer quelque chose qui ne peut pas être changé, vous augmentez votre propre frustration. Là, je vous renvoie aux épisodes sur la colère, j'en parle beaucoup dans ces épisodes-là. Et en fait, en augmentant votre frustration, vous risquez d'augmenter votre amertume et vous risquez de dégrader la relation. Ça n'est pas facile de renoncer à un objectif, à un idéal. Ça peut être douloureux, ça peut prendre du temps. Il y a une question qui peut vous aider à réfléchir à ça. Si j'avais la certitude que quoi que je fasse ou que je dise, ça ne change pas, c'est-à-dire le comportement de mon partenaire ou de ma partenaire ne change pas, qu'est-ce que moi je ferais de différent au quotidien? Et pour les actions concrètes, est-ce que je cherche d'autres appuis? Est-ce que je renonce à l'objectif? Mais aussi pour les émotions. Il y a des moments où ce renoncement va rester frustrant et décevant, si vous choisissez de renoncer. Est-ce que vous avez besoin de l'exprimer, de le canaliser, pas de le refouler? Est-ce que vous avez au contraire besoin de un peu faire abstraction pour passer à autre chose, pour que ces émotions ne viennent pas se déverser au mauvais moment et de la mauvaise manière, si vous avez vraiment assumé que, ok, c'était un inconvénient, mais que vous préfériez, par exemple, rester dans votre couple malgré ça. Ce choix d'accepter de faire avec n'est pas irréversible. Vous pouvez le réviser à n'importe quel moment s'il y a des situations, comme je disais tout à l'heure, qui s'accumulent, vous vous rendez compte que accepter, c'est plus difficile à vivre que vous ne le pensiez. En fait, il s'agit ici de mesurer les enjeux réels de ce qu'on demande. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut menacer de quitter son partenaire à tout bout de champ. Ça risque au contraire d'être hyper contre-productif, parce que la menace n'a plus aucune crédibilité. Mais c'est quand même intéressant de constater que quand les enjeux sont crédibles, c'est là qu'on commence à être pris au sérieux. Donc ça vaut le coup de réfléchir, de savoir exprimer clairement ses demandes en ayant ce que j'appelle un plan B. Qu'est-ce que je fais si l'autre n'accède pas à ma demande? J'en avais parlé en détail dans l'article intitulé « Quelle est la différence entre menacer et poser une limite ?» Là aussi, le lien sera dans les ressources de l'épisode. Parce que c'est ce plan B qui permet d'éviter de polluer la relation avec de la frustration, de l'amertume et de se positionner en adulte. Ça n'est pas toujours simple, mais c'est une clé importante pour soigner la qualité de vos relations, pas seulement les relations de couple, mais je trouve que c'est particulièrement important dans les relations de couple. J'espère que cet épisode vous a donné des clés intéressantes pour vous pour mieux aborder le sujet de la charge mentale, mais peut-être d'autres, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions,
des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast. N'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@s-comme-c.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.